C'est comme d'ailleurs, je te donne un exemple, c'est comme d'ailleurs le médecin, un médecin généraliste censé de porter des soins, les premiers soins pour son patient. Pour les victimes. Et si il est appelé à aller opérer des cœurs pour ses patients, qu'est-ce qu'on attend de ce patient-là? Est-ce qu'il va survivre ou non? Il va mourir. Donc c'est logique, c'est une question de logique. C'est pas un cardiologue. Pas, non, même pas, le cardiologue n'est pas à opérer. Ah oui, c'est le cardiologue il regarde les dysfonctionnements, les battements, quand il s'agit d'opérer, c'est le chirurgien assisté par le cardiologue. Mais un médecin généraliste qui va opérer des cœurs, parce que ici, je parle des cœurs des médecins, des patients, parce que la constitution, c'est le cœur de la nation. Donc, il est opéré par un juge qu'on appelle un juge constitutionnel. Mais s'il est opéré par un juge judiciaire, c'est comme un infirmier ou un médecin généraliste qui l'a opéré. Donc, c'est la fatalité, c'est-à-dire c'est la mort. Je vais terminer pour les points d'illégalité que j'ai soulevés. Il y a encore ce qu'on appelle l'abrogation de la Cour constitutionnelle par une diversion de transfert de compétences expliqué précédemment à la Cour de cassation par un simple avis du président de la République, mais connaissant bien sûr délibérément la Constitution, comme l'État n'est pas régi par la Constitution. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme: toute société dans laquelle la garantie des droits et des libertés n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'a point de constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait que le président a accaparé, a usurpé tous les pouvoirs, il les a réunis dans ses seules mains. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas le pouvoir judiciaire à part, décidé par les magistrats, et le pouvoir législatif décidé par nos députés, et puis le pouvoir exécutif décidé par le président et ses ministres, le conseil des ministres. Donc, mais il y a tout réuni dans sa seule main, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, d'après l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y a pas de constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis l'avis unilatéral déclaré par Kiki, l'avis illégal, unilatéral, je dis bien l'avis illégal. C'est pas même pas un décret, parce que l'avis donné qui a transféré la Cour de cassation, la Cour de constitution vers la Cour de cassation, il n'est pas un décret, parce qu'il n'a pas la forme de décret. Ça veut dire qu'il n'a pas la nature réglementaire. Ah oui, ça a été signé par... Donc ça a été ce qu'on appelle acte illégal, mais cet acte illégal unilatéral, cet acte unilatéral, il est illégal au niveau juridique et au niveau réglementaire. Et enfin, l'avis déclaratif de transfert de compétences de la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation n'a pas de force législative, je vais te le dire, et réglementaire, puisque cet acte même illégal d'avis, je lui donne la nature d'un avis unilatéral, elle est dénuée de tout fondement juridique et réglementaire, c'est-à-dire fondée sur l'excès, ce qu'on appelle l'excès de souveraineté. Elle est fondée sur l'excès de souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de souveraineté. Dans le mot souveraineté, qu'on entend la souveraineté nationale, on entend deux sens. Oui. La souveraineté, ce qu'on appelle la souveraineté de l'État, lorsque l'État est régi pour battre monnaie et constituer l'armée, et surveiller les frontières, investir le corps diplomatique et accréditer les corps de l'extérieur diplomatique qui viennent dans notre pays. Voilà les missions diplomatiques. Voilà ce qu'on appelle une souveraineté de l'État. Ce qu'on appelle souveraineté extérieure. Maintenant, il y a une autre souveraineté. La souveraineté dans la nation. La souveraineté dans l'État. La souveraineté dans l'État, c'est l'ensemble du fonctionnement. Le fonctionnement de nos institutions.
la cohésion sociale et puis la régularité de ses fonctions par la séparation de pouvoirs. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Mais vous imaginez, là, tous les pouvoirs judiciaires, elle est paralysée, elle est décidée par les goûts et les couleurs du président de la République. Il demande, ça c'est notre parenthèse, il a demandé au corps judiciaire, enfin il s'est substitué au corps judiciaire pour mettre en veille le président, l'ancien président de la République. Il l'a mis à assignation à résidence. Là, encore, je fais une différence, parce qu'il y a une différence entre assignation à résidence et résidence surveillée. Qu'est-ce que c'est une assignation à résidence? Une assignation à résidence, elle est décidée par le juge, dont il y a des policiers ou des gendarmes ou des agents de force de l'ordre qui surveillent cette personne-là, ce qu'on appelle assignation à résidence. Mais en tout cas, c'était comme celui du président Sambi. Celui du président Sambi, c'est assignation à résidence. Sauf qu'elle est décidée par le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas décidé par le juge. On aura l'occasion d'en parler, les prérogatives du peuple de la République. Ça, c'est autre chose. Ça a démontré que déjà, c'est... Voilà. Mais, quand il s'agit d'une décision ministérielle quelconque, s'agissant du ministre de l'Intérieur, par exemple, elle est appelée une résidence surveillée. Pour un certain temps, un certain moment, une certaine période bien limitée. Pour des raisons de rétention pour la sécurité nationale. Par des textes bien définis, connus. Par exemple, le terrorisme, ou par exemple, le moment de l'état d'urgence. On donne le pouvoir au ministre de l'Intérieur, puisque c'est lui le patron de les forces de l'ordre, pour mettre quelqu'un en résidence surveillée. Et à ce moment-là, la personne mise en résidence surveillée, elle est libre de ses mouvements, sauf qu'il ne peut pas voyager, il ne peut pas... parce qu'elle est surveillée. Ils ont profité que le président Sambi était sorti à une mosquée de vendredi. On sait, quand il s'est présenté, il y a eu beaucoup de foules qui l'ont acclamé, qui ont chanté l'hymne national. Et en même temps, le président Azali était dans cette mosquée, mais a dû repartir par une voie, disons, en catimini, parce que, bon, pour éviter d'être chahuté, c'est là qu'ils disent que... Il y a trouble de l'ordre public. Voilà, il y a trouble de l'ordre public. Alors que rien n'était le cas. Voilà. Et donc, j'ai voulu préciser tout cela que l'acte déclaratif de la suppression de la Cour constitutionnelle, elle est illégale dès lors que la norme elle-même utilisée pour créer des droits, elle est illégale. Ça veut dire que ce qui est créé, ce qui suit là, elle est illégal. Pour finir, je vais vous dire que cet acte déclaratif, ce que je l'appelle avis unilatéral, c'est un acte illégal de nature infranationale. Un acte infranational ne peut pas être créateur de droit, ni même supprimer ou contrarier l'acte ou la norme supranationale, ce qu'on appelle la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a une différence, une démarcation entre la norme infranationale qui est le règlement en bas, le règlement, les lois ordinaires, et la loi supranationale, c'est la Constitution, les traités régulièrement ratifiés, et les conventions internationales comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà ce qu'on appelle les normes supérieures, et donc ils prennent la nature, ce qu'on appelle la nature supranationale, comme la Constitution. On parlait tout à l'heure de l'opposition, son rôle aussi dans la vertuosité de la politique, c'est-à-dire sur le plan politique. Quelle est sa situation actuellement de l'opposition? Ah oui, au pays, hein, c'est ça. Oui, oui, l'opposition actuellement, il ne faut pas le cacher, vit mal. Elle essaie de survivre
parce que c'est ça. Quand on a notre leader qui a été mis en cavale comme ça, Après, je vais faire le collage après. D'accord. Et il veut boire, c'est ça? Oui. Ah, j'avais pas compris. Ok, merci. D'accord. Il n'y a pas un verre Non, j'ai que Donc, que j'ai mis ça, on laisse un peu, Parce qu'il y a on pas se de- revient et on continue la conversation. Ah oui, d'accord. Ah, et après, moi, je vais coller. Oh, oui, Hein? oui, oui, tout à fait. Non, non, non. Dénoncer forme d'infantilisation de l'Afrique, mais de la Haïti, qu'il faut qu'elle se prenne Ah, c'était pour avoir le retour. C'est chaud. Ah ouais, ça c'est. Donc là, à vous, on peut utiliser la caméra comme ça de regarder Le message. les infos. Non. Voilà, sur la radio RFPP, on espère que vous passez une agréable après-midi. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est bientôt les élections que personne n'a demandé, mais bon, qui ont été mis en place. Et on avait posé la question tout à l'heure, c'était quel est actuellement le rôle de l'opposition dans cette histoire de vote, oui ou non, de référendum. Voilà. oui, alors, le rôle de l'opposition aujourd'hui, j'ai envie de dire la position de l'opposition aujourd'hui, elle est claire. C'est que pas de référendum. Pas de référendum, malgré tout ce qui nous arrive, mais nous allons essayer de tenir debout. Et pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, dites-vous une chose. D'abord, j'aimerais poser une question. On a entendu tout ce qui a été dit concernant la Constitution, parce que dans la logique des choses, la Constitution qui nous régit aujourd'hui, c'est celle de 2001, révisée en 2009. Exactement. Donc, et finalement, on ne sait pas, en réalité, on est sous quelle constitution. Donc le président a confisqué tous les pouvoirs, donc comme si on était dans un état d'urgence. Donc c'est en tout cas ce qui se passe. Donc les conséquences, c'est quoi? C'est que demain, il peut démissionner, ou il peut être victime d'une certaine incapacité à pouvoir continuer son rôle de président. Qui va le remplacer? Vous voyez? Parce que Normalement, avant, c'était. dans la Constitution, c'est le vice-président issu de l'île dans laquelle échoue la tournante. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Donc, la Constitution, elle était aussi abrogée. Ce n'est pas seulement la Cour constitutionnelle, c'est aussi la Constitution qui a été abrogée, mise de côté. Donc, je me pose la question, quand on voit une situation pareille, de quelqu'un qui n'est pas capable de respecter la loi qui l'a régi, qui l'a amené là aujourd'hui, comment pouvez-vous aujourd'hui me dire que demain, il respectera même ce que lui-même apporte? Je sais que ce n'est pas lui, parce que je suis sûr que s'il était devant nous et qu'on lui posait des questions sur le contenu de cette Constitution, il ne serait pas capable de nous répondre. J'ai déjà étudié M. Sanzali, il ne serait pas capable. Donc c'est un problème aujourd'hui que nous avons. Et j'aimerais aussi quand même dire que, parce que tout à l'heure je vous parlais du contenu, et laissez-moi quelques minutes pour parler de ça, parce que en réalité le contenu de cette nouvelle constitution est très grave. J'ai pu remarquer que M. Azali, on dirait qu'il a édicté certaines choses, comme le cas du député issu qui a été voté, qui a été élu à partir d'un parti politique, et donc arrivé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le jour où il va se retrouver en désaccord avec son parti, eh bien, il n'aura plus le droit de continuer son mandat. Ou le jour où il va s'opposer à son parti, ou par exemple, si je suis là et que je trouve que le projet que nous avons amené n'est pas respecté, eh bien, je n'aurai pas le droit de démissionner de mon parti sous peine de perdre mon siège. C'est quand même catastrophique. Et j'ai envie aussi de dire une chose. Regardez ce qu'il fait. J'ai pu constater au niveau de cette constitution qu'au moment où cette constitution, imaginons qu'elle est validée, qu'elle est votée et que finalement le président de la République va démissionner.
qui va le remplacer, comme je disais, ce n'est pas le vice-président. Parce que, pour l'instant, c'est cette constitution qui devrait nous régir. Mais c'est un ministre qu'il va nommer. C'est comme ça qu'il est écrit. C'est lui qui va décider. Mais quant au gouverneur, ce n'est pas le gouverneur qui va décider, mais c'est le secrétaire général. Bon, c'est pas très grave parce que c'est quelqu'un qui est là, hein, mais c'est quand même grave de voir à quel point, au fait, on n'est plus régi, on n'est plus dans une sorte de réglementation. Donc, ce qu'il y a dans ce contenu, franchement, on peut en discuter. Il y a aussi la question de l'islam dedans qui devient une sorte d'identification nationale. On va voilà, revenir etc. sur l'islam. Et c'est quand même très grave. On va Voilà. revenir là, mais C'est quand même très grave. Pour compléter, juste une chose. Non, c'est pour te permettre de compléter justement pour ta réponse à la question d'Abou. Le 30 juillet exactement, Oui. l'opposition dit qu'il n'y aura pas de référendum. Et comme ça s'est passé actuellement en juin, où Certaines personnes le ont régime, suite soi-disant tentative d'assassinat du vice-président, a procédé à un certain nombre d'arrestations, particulièrement les principaux responsables du parti Joua, dont y compris Mahmoud Larif. Il y a eu Flon, il y a eu pas mal de, en tout cas, jeunes, y compris une jeune fille de 14 ans qui ont été arrêtés à Boutsamoudou. On sait qu'il y a un climat de terreur. Et on sait que l'armée est déployée, en tout cas il y a eu 300 militaires en renfort en juin. Ils seront partout, ils vont sillonner dans toutes les rues, presque ils vont se répartir dans les bureaux de poste. Et qu'est-ce que peut faire l'opposition pour que le référendum ne puisse pas se tenir? C'est ça la question que beaucoup de Comoriens se posent. L'opposition d'abord appelle à ne pas aller voter. Parce que aller voter, c'est en quelque sorte donner des ailes au pouvoir en place. Vous le comprenez bien. Mais en gros, c'est pour que, par exemple, il y a un taux d'abstention de 80%, tout en sachant que là-bas, il y a ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Il faut quand même dire que le projet de constitution actuel, non seulement celui-là, mais même le pouvoir actuel en place, tout le monde est dépassé par ce pouvoir. Personne, il y a très peu de gens, si ce n'est que des gens qui ont des intérêts personnels, qui voient d'un bon oeil ce qui se passe au pays. On sait que les meetings du président, il y a du monde, mais les fonctionnaires sont réquisitionnés. Mais bien sûr, il y a des, justement, on dit... notables qui reçoivent des enveloppes. Enfin bon. J'ai vu dans la Constitution comme quoi, parmi les points principaux qui se trouvent dans cette Constitution, c'est de lutter contre la corruption. Mais ce qui corrompt les gens aujourd'hui, là, c'est Azali, c'est, comment ça s'appelle, c'est son ministre, là, Ikiki. Hein, qui a acheté le grand notable, M. Ismaël Abdoubana Amtsangajou, avec 3 millions de francs comoriens. C'est Kiki Azali, etc. Ce sont des choses qui sont suivies. Moi, je suis de là. Donc en gros, quand on dit grand notable, il faut s'expliquer, c'est le chef de la notabilité. C'est un des notables de la Grande Comore, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a une parole, qui est écouté, pourtant, etc. Il y a un débat aussi que Azali a porté le Mharouma alors qu'il n'a pas fait le mandat, et les notables n'ont pas contesté. Ça, c'est un autre sujet encore. Ça, c'est un autre sujet, et franchement, puisque vous arrivez à là, moi, je n'ai pas fait le hada, et jamais je n'oserais, parce que quand on est né dans un pays, on essaie de respecter ce pays. Et un pays, c'est d'abord aussi, c'est aussi les traditions de ce pays. Quand on bafoue les traditions de ce pays, ça veut dire qu'on ne s'identifie pas dans ce pays-là. Le président ne s'identifie même pas dans les valeurs de notre pays. On peut reformer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas que dans le hada, tout va bien. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut une réforme, allant même à penser qu'il faut un code. Pourquoi avoir honte d'avoir un code? Comme on a un code civil, on a un code de la famille, on a un code de la route. En France, il y a plein de codes. On a un juriste devant nous. Quelque chose de comme ça, pourquoi on n'aurait pas un code qui nous régisse? Mais, excusez-moi, je voulais juste dire une chose, parce que je trouve réellement dommage que le président Azali se soit emporté, se soit fait piéger dans cette histoire-là. Parce que moi, je suis la première personne du parti Joua, très honnêtement, peut-être vous avez eu l'occasion de voir, à avoir fait une vidéo et à appeler à voter pour Azali au second tour. Alors que tous les membres du parti Joua étaient là. Tous les membres du parti Joua, je m'excuse,
était là à dire non, 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 non. Mais moi, j'avais compris qu'il y avait quelque chose. Et aujourd'hui, je le regrette parce que je pensais qu'il y a quelqu'un qui était là depuis un certain temps, quand même, Qui ça connaissait le autre chose. voyage du pouvoir. Voilà, qui s'est déjà servi, comme il dit Abou. Voilà, mais donc moi je trouve que c'est vraiment dommage que le président, qui aurait pu accomplir un mandat qui serait exceptionnel, qui aurait fait que tout le monde aurait oublié son passé avec sa femme, parce que sa femme c'était une personne spéciale lors de son mandat précédent. Voilà, un bar, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà, donc on aurait pu oublier ça. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que demain, les enfants même d'Azali auront même honte de porter son nom. Je vous le jure. Mais il y a son fils, le Je vous le quand jure. même, qui est le chef de la garde présidentielle. C'est pour ça qu'on vous dit que tout ce qui est fait, c'est juste pour faire en sorte à ce que le pouvoir soit concentré. On est dans une dictature. Et j'ai entendu quelqu'un dire non, on n'est pas dans une dictature. On est dans une dictature. Et c'est pas moi qui donne la définition. Parce que les répressions de masse. C'est pas moi qui donne la définition d'une dictature. Et même la constitution, la nouvelle constitution qu'on va avoir, qu'on risque d'avoir, est une constitution dictatoriale. C'est la réalité. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et quand les pouvoirs sont ensemble, vous savez, un dictateur, c'est pas forcément c'est lui qui tue, c'est le système lui-même, le contrôle comme il est mené. Donc on est dans une dictature et cette dictature-là va être reconfirmée par ce projet de constitution. On va parler de religion parce que c'est bon, il y a en tout cas Ibrahim qui est aussi, on peut dire, un fondi sur le plan religieux. Bon, non seulement jusqu'à maintenant la constitution comorienne c'était une constitution, les Comores c'est un État qui est basé sur l'islam, c'était tout court, c'est la constitution de 2001. Maintenant, avec la nouvelle constitution, les Comores, il y a l'islam, non seulement, mais c'est marqué l'islam sunnite, ça veut dire qu'on écarte les chiites et les autres confessions, et non seulement sunnite, mais aussi, je crois, de l'école Imam Shafi. On est bien d'accord. Bon, c'est majoritaire aux Comores, mais ça veut dire que moi, par exemple, si je suis comorien, je suis musulman, je fais mes 5 prières, et que pour des raisons X, j'ai choisi, par exemple, ce sont des écoles, l'imam Malik, ça veut dire qu'on peut maintenant, je peux être poursuivi pour ça. Bon, je pose cette question, et puis il y a une question qu'on doit clarifier, parce que ça a créé un débat. Le président Zali s'amène ou s'invite dans plusieurs mosquées, non seulement il s'invite, mais il veut être l'imam, il s'appelle lui-même l'imam. Sauf que à une mosquée à Moutsamoudou, la mosquée donc qu'on appelle Libye, parce que ça a été financé par la Libye, quand il est rentré avec ses partisans, tous les fidèles sont partis. Ça s'est repassé encore à, disons, Iconi. Donc, il y a des gens qui débattent en disant ah oui, mais c'est un président, il a le droit de rentrer dans le mosquée. Effectivement, la mosquée, c'est la maison d'Allah, donc tout le monde peut rentrer. Mais je pose la question, est-ce que le problème de l'imam, Ibrahim, tu peux nous expliquer, imam, est-ce qu'il y a des critères où tout le monde peut se considérer imam? Parce que il y a quelqu'un qui se considère comme maître, enfin bon, un de ses partisans à Moutsamoudou, qui a dit que ouais, c'est le président, il a le droit de conduire toutes les prières. Mais il y a des gens qui se posent des questions quand ils voient par exemple dans les réseaux sociaux qu'on voit le président Zali, il passe ses soirées en tapotant des femmes. On peut dire des choses, ça c'est avec respect, mais comme il est président, comme il se permet de conduire les mosquées, ça crée un débat. Il y a des soupçons ou des témoignages comme quoi il est dans les zina. Il y a même des témoignages des jeunes, y compris à Moutsamoudou, il est dans le Kamlouf. C'est pas pour le dénigrer, c'est pas pour les citer. Attention, ce sont des questions. Est-ce que si, par exemple, on est quelqu'un qu'on est connu, on fait du zina, on fait du kamlout, est-ce qu'on peut conduire une prière? Voilà, c'est une question. C'est même pas président, hein, mais c'est une question pour l'islam. C'est une question de la pratique de la religion. Ouais. En fait, pour donner un élément de réponse sur les matières religieuses concernant les matières politiques, puisque c'est confondu, il est très difficile, puisque là, on est amené, nous, à apporter des éléments objectifs, ce qu'on appelle une objectivité. Oui. Ce dont nous parlons là, d'imam, quand il
passe à travers. Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse subjective. Donc, un musulman n'a pas à en tout cas, entrer dans les analyses subjectives ou délétères. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, en islam, lorsqu'on a un président musulman, comme nous, instruit, qui peut lire le Fatiha, conduire la prière, il est vrai qu'il est mieux à conduire la prière plus que d'autres. Puisque mais je parle dans les pays musulmans, tous les imams de la mosquée sont nommés par lui. Donc il est le chef des imams. Ils sont nommés par lui. Mais le fonctionnement de chez nous, au Comores, on est amené à dire qu'il y a une séparation de l'État et de la mosquée ou de l'église, si vous voulez bien. De la mosquée, et donc, parce qu'il y a un président de fonctionnement administratif, mais ce qui se passe dans les mosquées, dans les écoles coraniques, ça ne le concerne pas. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il doit être l'imam de la mosquée. Non, parce que ça, justement, c'est une première. Ni Saïd Mohamed Cheikh, ni Ahmed Abdallah, ni Saïd Ibrahim, ni Ali Swali, pas plus, ni Saïd Mohamed Jawad, aucun président ne s'imposait à conduire des prières. En tout cas, et même au premier mandat d'Azali, je ne me rappelle pas qu'il avait cette attitude. Il a un cafouillage. Il a un cafouillage. Pourquoi? Parce que, à la rigueur, qu'on l'invite dans une mosquée par les fidèles, Monsieur le Président, peut conduire la prière, oui, mais lui il vient, c'est moi qui conduis la prière. C'est parce que notre Mufti lui a dit, pour être aimé par la population comme Sambi, il faut oser le dire. C'est parce que il faut conduire la prière. Tout en sachant qu'il a humilié le Mufti en disant que vous êtes un employé, vous êtes mon employé. Ça c'est encore une autre histoire. Donc, lui, il est le grandeur de la folie en disant que en allant conduire la prière, il serait un bon musulman, tout en sachant qu'il y a derrière ou en parallèle, on sait son comportement. Mais tout en sachant que Barouf, par exemple, s'il sait que moi je suis dans l'Yaman Chetouane, par exemple, le Zina ou le Kaumlouf, si je vais conduire une prière, je suis sûr que Barouf, tu me diras, tonton, je te respecte, mais c'est pas toi qui vas me conduire la prière. Enfin, ça c'est logique. Alors, là, il n'y a pas l'amitié. Tu vas dire, non, je t'apprécie, mais tu n'es pas apte à me conduire la prière parce que je connais tes vices. Ouais. Alors, sur cette question-là, franchement, moi, je suis gêné de répondre à ça. Mais je vais quand même dire une chose, c'est que les anciens présidents, s'ils ne le faisaient pas, comme il a dit Ibrahim, parce qu'en réalité, c'est une sorte de tradition qui est restée, qui est installée. S'ils ne le faisaient pas, c'est parce que quand il faisait la prière, il donnait l'aval ou l'autorisation à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais de manière traditionnelle, c'est un honneur de laisser au président de prendre part à l'imam. Mais juste pour diriger la prière. Et ça ne veut pas du tout dire qu'il est un imam. Parce qu'il faut faire la différence entre un imam et un imam le jour de l'Aïd dans sa propre ville à Mitsoudjé, où il voulait même faire le out, où il a dit justement, c'est là où je voulais revenir. C'est justement là où je voulais revenir, parce que, comme il disait vraiment Imidi, c'est que c'est le Mufti qui lui a donné tous ces pouvoirs-là, pour lui donner une sorte d'image d'un intellectuel religieux, pour pouvoir concurrencer Sambi. Et on a vu maintenant, partout où il va, lorsqu'il y a des prières mortuaires, même, c'est lui qui dirige la prière mortuaire. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Partout. Donc c'est quelque chose de très flagrant. Parce que c'est quelqu'un qui est mort et qu'on va prier sur lui. Vous savez, je me rappelle d'un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient enterré quelqu'un. Il a demandé que ceux qui accomplissent le plus la prière viennent recevoir cette personne dans la tombe. Vous voyez? Donc ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas du n'importe qui doit faire ça, surtout lorsqu'il s'agit de ça. Mais le Mufti couvre tout dans cette histoire. Et moi, je voulais quand même revenir sur la question, parce que vous avez posé la question de l'islam dans cette constitution-là. Ah oui, l'islam sunnite et en plus c'est chafiite. Voilà. Oui. D'abord, je voudrais vous faire remarquer une chose, parce qu'au Comores,
il y a l'ignorance de certaines madhabis, c'est-à-dire les jurisprudentielles de l'islam. Vous voyez? Parce qu'il y a Malik, Shafi et tout ça. Il faut savoir que toutes ces madhabs-là existent au Comores. Mais certaines personnes ne le savent pas. Si je vous dis aujourd'hui qu'au Comores, on mange les intestins, les troupes de, comment ça s'appelle, des animaux, c'est Shafi, il est interdit de manger ça. Ah oui. Imam Shafi dit c'est haram. D'accord. Quand on mange du poulet qu'on a ça. attrapé quelque part, tout de suite on égorge, on mange, Shafi dit non, il faut le confiner pendant 3 jours. Vous voyez? Le poulet? Le poulet doit être confiné pendant 3 jours quelque part, isolé d'aller manger du n'importe quoi, le temps de bien digérer et évacuer tout ce qui est produit toxique avant qu'il soit abattu et consommé. C'est comme ça. Donc ce sont des choses que l'imam Shafi a interdit, on les retrouve, il y en a plein, je donne juste ça comme exemple, on les retrouve au Comores. Mais tout comme en ça nous sachant arrange, que le barzangi qu'on a l'habitude de faire. mais le Maulid Barzanji, ça vient d'où? Ça c'est un comportement chiite, on le fait, les daïras, c'est les dhikr, tout ça, c'est des trucs chiites aussi. C'est des trucs, oui, c'est chiite, il faut le dire, vous voyez, on le pratique. Vous savez, le problème... Soufi. Ah oui, c'est la tradition. Oui, le problème aujourd'hui au Comores, ce n'est pas un problème de religion. Je trouve qu'on est en train de nous mélanger tout, et c'est dommage. Et tout ça à cause de l'Arabie Saoudite. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que l'Arabie Saoudite, partout où il est, le président Zali vient introduire le partout, wahhabisme. Oui, c'est partout où il est, c'est le bordel total, excusez-moi de l'expression. L'Arabie Saoudite sème le trou, sème la zizane. Tout en sachant Partout que le dans le wahhabisme, c'est la base qui a été utilisée Voilà. tant Moi, pour je suis Al-Qaïda musulman. que pour Je suis par musulman. exemple, Daesh. Voilà. Je suis musulman sunnite, mais je suis contre l'Arabie Saoudite. Parce que je sais quelles sont ses positions. Je sais, D'ailleurs, il y a eu une conférence. je sais les intérêts pour qui a lesquels... condamné les attitudes. Voilà, de l'Arabie etc. Saoudite. Donc, le fait d'introduire, il faut quand même rappeler que dans l'ancienne constitution, en fait, qui va être l'ancienne constitution de 2001, Enfin, dire, il y avait elle est toujours le là. mot, religion de l'islam, mais c'était juste ça. Mais c'était une religion d'État. C'était la religion d'État comment dire, il était source d'inspiration. Il y a une différence entre le fait d'être religion d'État et là d'être parce que là on dit le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de cultiver une identité sur la base d'un seul peuple et aussi sur la base d'une seule religion qui est la religion sunnite. Ça veut dire demain je vais venir, j'ai envie de faire ma pièce d'identité, on va me demander si vous êtes sunnite ou pas. Je dis même pas musulman, mais sunnite ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire de ces chrétiens qui... Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis qu'il faudrait... ça veut dire, quand on fait un truc comme ça, on impose aux gens. Pourquoi l'islam, il dit la ikraha fi din? On n'a pas imposé qui que ce soit sur la religion. Parce qu'il nous incite à aller dans le dialogue. Si vous êtes chiite, moi je suis sunnite, venons, asseyons-nous autour d'une table, discutons de ce qui va et de ce qui ne va pas, et on verra qui aura raison. Je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que la communauté de